émission à la rentrée sur Taxi FM. Droit et justice, c'est le quotidien de la justice au Togo. La situation des droits de l'homme, les domaines d'intervention des avocats, les missions du juge, les contentieux administratifs, etc. Droit et justice, c'est avec des chroniques sur les arcanes du palais tous les mardis de 16h à 17h avec Hugues Vignon-Atikbo. Taxi FM 93.1 au cœur des grands événements. Droit et justice. Colère, stupéfaction et tollé général depuis que la chaîne américaine CNN a révélé les images de la vente des Noirs en Libye. Toute la planète a été secouée par une vague d'indignation et de réprobation. Le cauchemar vécu en Libye par les migrants africains et les images d'un marché aux esclaves diffusées par la chaîne américaine CNN ont causé une vague d'émotion mondiale. Un cauchemar que certains font mine de découvrir aujourd'hui, bien qu'il s'agisse d'un phénomène que l'on connaît bien et qui dure depuis des années. Aujourd'hui, l'émission Droit et Justice se penche sur la question. Des pistes seront notamment explorées et des apports de solutions seront proposés avec nos invités. Eloma Chichogbe, directeur exécutif de l'association SOS Migrants, est notre invité dans cette émission. Bonjour. Bonjour Hugues et bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de Taxi FM. Également sur ce plateau, Yao Dogbe, il est le président du réseau des associations et ONG togolaises pour l'éducation aux droits de l'homme, RAOTED. Monsieur Yao Dogbe, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, du 6 au 8 septembre 2016, la capitale togolaise a accueilli la deuxième édition du sommet qui a rassemblé dans la capitale togolaise plus de 100 jeunes leaders venus de 15 pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. C'est une initiative de West African Young Leader Summit, WALIS en anglais, le sommet des jeunes leaders africains en français. C'était un cadre d'échange et de discussion de la jeunesse africaine autour des sujets préoccupants de l'heure. Et le sujet concernant l'immigration a été également évoqué au cours de ce sommet. Alors, Eloma Chichogbe, pour avoir notamment organisé ce colloque l'année dernière et a fait des recherches donc, sur la thématique, quelle est votre réaction par rapport à ces derniers événements, notamment l'actualité qui concerne la vente des esclaves, des Noirs en Libye? Bon, d'abord je tiens à remercier Taxi FM de cette opportunité qui nous permet de parler des migrants, de parler beaucoup plus de cette vague inquiétante d'Africains qui ne cessent de se noyer dans la mer au niveau de la Méditerranée, qui est devenu l'endroit le plus dangereux au monde depuis quelques années. Et une pensée également à tous ces migrants qui sont en détresse du côté de la Libye, de l'Égypte et de l'Algérie, où ils arrivent en masse, et du côté d'Agadez aussi, qui représente le premier point d'arrivée des migrants d'Afrique de l'Ouest. Et qu'est-ce qui suscite en moi une indignation ces derniers jours précisément? C'est la question des migrants avec cette vente des esclaves au niveau de la Libye qui a été révélée par CNN. Mais en fait, le phénomène n'est pas nouveau. Vous constatez que depuis quelques années, il y a des associations spécialisées dans la lutte contre la migration clandestine. Et vous prenez par exemple l'Organisation internationale pour les migrations, vous prenez des associations togolaises aussi, notamment le sommet que vous avez évoqué tout à l'heure en début d'émission, où on a rassemblé 100 jeunes de 10 pays d'Afrique de l'Ouest à Lomé pour parler migration et réfléchir aux alternatives possibles dans le domaine. Un sommet que nous avons organisé en prélude au sommet sur la sécurité maritime à Lomé, et qui a accouché de plusieurs recommandations justement, où on a déploré le fait qu'on vende des êtres humains en Libye, où on a toujours dit que la Libye a réinstauré la traite négrière. Mais comme vous le savez, il faut toujours un média ou quelque chose ou bien quelqu'un qui a plus de voix que l'autre pour pouvoir faire porter une initiative donnée. Et donc ce que la chaîne CNN a fait, et moi ce qui m'étonne un tout petit peu, c'est cette réaction entre guillemets hypocrite de tous ces dirigeants africains qui savent bien
le mal en Libye, mais qui tout de suite quand la CNN a révélé, parce que c'est CNN, chacun a pris son stylo, chacun a pris un micro, chacun a pris son téléphone pour tweeter, etc., pour dire non, je m'indigne et tout ça, il faut déplorer, oui. Bon, la réaction qui a suivi aussi, c'est le rapatriement de tous ces migrants des pays là vers leur terre d'accueil, enfin leur terre d'origine plutôt. Prenez la Côte d'Ivoire qui a rapatrié ses ressortissants, vous prenez le Cameroun qui a rapatrié ses ressortissants, et je pense que ça continue depuis quelques semaines déjà. Et bon, je pense qu'on va revenir tout à l'heure sur l'opportunité même de ce rapatriement, mais déjà je pense qu'il faut condamner avec la dernière rigueur ce qui se passe au niveau de la Libye. Mais le phénomène n'est pas nouveau, comme je le dis, même sous Kadhafi. Feu Kadhafi, vous voyez, quand il y a des relations un peu compliquées entre la Libye et certains pays africains, vous constatez qu'au niveau de la Libye, les ressortissants de ce pays avec lesquels le guide n'était pas en de bons termes étaient déjà marginalisés. Et il y a quand même une certaine persécution de ces personnes, de ces ressortissants sur le territoire libyen. Et donc, même sous feu Kadhafi, la Libye n'était pas un Eldorado. Donc, il faut le relever également. Bon, maintenant, avec la chute de Kadhafi, on a vu que la situation allait de mal en pis. Et il va falloir aujourd'hui qu'on trouve des solutions pérennes pour pouvoir sortir de l'impasse. Alors, M. Yao Dogbe, Elon Musk avait révélé tout à l'heure que le phénomène n'est pas assez nouveau que cela. Qu'est-ce qui a fait la différence cette fois-ci, où ça a suscité un tollé général de la part de tous ceux qui sont intervenus sur la question? Bon, ce que j'allais dire, c'est que la migration en soi n'est pas un problème qu'il faut combattre. Bon, c'est un phénomène normal parce que de manière juridique, si nous prenons la Déclaration universelle des droits de l'homme, il est bien dit que tout être humain est libre de sortir de son pays et d'y revenir quand il le veut, de demander asile dans un autre État au moment où il se sent persécuté dans son pays. Bon, sur cette base, la migration a son fondement juridique et est codifiée par les conventions qui protègent les personnes qui migrent vers d'autres pays dans le but de rechercher des meilleures conditions de vie. Bon, c'est même ce qui est le point fondamental pour ces personnes pour se déplacer. Parce que dans leur pays respectif, les conditions ne sont pas réunies. Il n'y a pas d'opportunité pour ces personnes-là pour qu'ils vivent dans des bonnes conditions, dans des conditions, disons, sereines et puis décentes. Ce qui fait qu'ils sont obligés sur leur propre décision, ou bien d'autres sont contraints à aller dans d'autres pays. Bon, ce que nous rencontrons en Libye, bon, c'est nos frères, c'est nos amis, c'est nos sœurs, c'est nos enfants. Et ils ne sont pas différents de nous. Et je crois que toutes les garanties, disons, juridiques doivent aller en leur faveur. Donc, pour le cas de la Libye, on dit ce n'est pas un phénomène ouvert. C'est bien vrai que ce n'est pas un nouveau phénomène. Mais ce qui fait mal dans tout cela, c'est que le moment où nous voyons que les gens sont tarifiés, c'est-à-dire on fixe un prix sur des gens. Les gens sont marchandés. Donc c'est ce qui fait mal dans cette histoire-là. Bon, nos aïeux ont vécu ce phénomène il y a des années. C'est avant le temps colonial, c'est dans l'Antiquité qu'on vendait nos aïeux. Mais aujourd'hui, on ne peut en aucun cas imaginer que ce fait peut surgir encore. Donc ça fait très mal, et nous condamnons vivement avec dernière rigueur cet acte qui s'est produit en Libye. Alors, Elon Musk, outre le fait que les migrants, déjà, en quittant leur pays, veulent aller chercher peut-être le bien-être ailleurs, peut-être en Europe, et ils passent donc par ces couloirs, notamment le désert où il emprunte certains canaux jusqu'à arriver en Libye. Quelles peuvent être les autres causes qui peuvent pousser ces personnes-là à se déplacer dans des conditions parfois déplorables dans le désert ou par d'autres canaux pour arriver en Libye ou par d'autres canaux et se confronter donc à ce genre de situation? Quelles peuvent être les autres causes?
Bon, essentiellement, je pense que c'est la question de gouvernance. Vous avez au niveau du continent africain des pays à la tête desquels on retrouve des gens qui n'ont pas bougé depuis quelques années. Et essentiellement pour des questions de démocratie et de droits de l'homme. Vous voyez dans des pays africains où des gens sont persécutés à cause de leur religion, parce qu'il y a aussi aujourd'hui l'extrémisme violent et tout ce qui va avec, et persécutés aussi à cause de leur idéologie. Et vous avez dans des pays où la famine a gagné du terrain, vous prenez la Somalie, etc. Et donc vous avez aussi des pays où le sous-emploi est en masse, parce qu'il y a la pauvreté, il y a le chômage, mais l'une des principales causes aussi, c'est le sous-emploi. Quand on parle de la lutte contre le chômage aujourd'hui sur le continent, vous avez une jeunesse qui se retrouve exaspérée, qui a envie d'aller voir mieux du côté de l'Occident, où présenté sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a aussi ce mirage-là, le mirage des réseaux sociaux qu'on renvoie au niveau de l'Afrique en disant oui, bon, c'est meilleur de ce côté-là. Bon, oui, par rapport aux conditions de vie, c'est nettement meilleur par rapport, excusez la tautologie, par rapport à ce qui se passe sur le continent africain. Mais l'Europe a aussi ses réalités qu'on ne doit pas ignorer. Bon, maintenant, la pauvreté, la guerre, les famines, les crises sociopolitiques, etc. Parce qu'il n'y a pas de jour en Afrique où on ne parle dans un journal télévisé ou un journal radio de ces crises sociopolitiques en Afrique. Il y a toujours un pays qui est en ébullition chaque jour ou chaque semaine. Vous constatez que depuis quelques jours, si on parle du Togo, on parle aussi d'autres pays de la sous-région, le Zimbabwe, etc. Et donc ça fait que les pays ne sont pas économiquement viables, ou les pays ne se construisent pas au fur et à mesure dans le temps. Donc les jeunes partent, et aujourd'hui principalement au Togo, c'est vrai que beaucoup n'en parlent pas, mais en 2015 on a enregistré 300 migrants à Lampedusa. Ce sont les statistiques disponibles auprès de l'Union européenne. Vous avez 300 jeunes Togolais, qui sont arrivés en 2015 à Lampedusa, sur l'île la plus proche de la côte africaine. Et donc c'est en décembre 2015, 300 jeunes Togolais. En 2016, le phénomène a monté de plus belle, où on a assisté à d'autres personnes qui ont pris le chemin de la Méditerranée également, et nous particulièrement au niveau de l'association SOS Migrants, on a eu à échanger avec de jeunes migrants qui sont rentrés de la Libye, emprisonnés, qui sont rentrés au Togo et qui sont actuellement en train d'opérer ou bien de faire un petit commerce dans un marché de la place, et qui vous font des témoignages horribles. Vous voyez donc des jeunes Togolais qui sont internés en Libye et à Tripoli et un peu partout, et par rapport à leur voyage, etc. Et donc, comme l'a dit mon confrère tout à l'heure, mon collègue, en fait, le droit du migrant est un droit fondamental reconnu par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Vous prenez l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui vous dit que tout homme est libre de s'installer sur le territoire de son choix. Ça, c'est un droit garanti à tout le monde. Et aujourd'hui, on ne peut pas interdire à quelqu'un de se déplacer, d'aller s'installer dans un pays. On ne peut pas interdire à une personne de quitter le Togo, de quitter le Bénin, d'aller s'installer en France, de vouloir s'installer en France. Mais il va falloir que cette personne puisse faire ce choix dans les règles de l'art. Et choisir, par exemple, de s'installer en France, au Canada, etc., suppose un minimum d'informations légales, un minimum de procédures légales. Ouais. Et donc, passer par les ambassades, avoir un visa, avoir un titre de séjour et s'installer légalement. Mais ce qu'on combat aujourd'hui, c'est cette propension à passer par les couloirs de la mort que représente la Méditerranée, que représente le canal de Suez aujourd'hui, qui est devenu aussi un passoire, et bien d'autres canaux pour se retrouver du côté de l'Europe. Et vous voyez tout ce drame-là auquel on assiste aujourd'hui, c'est l'Afrique qui en pâtit. Tous ces jeunes qui vont mourir dans la mer, qui vont tenter la mort, c'est-à-dire que vous êtes dans une embarcation de fortune, vous saluez déjà la mort, parce que vous avez 5% ou 1% d'arrivée sain et sauf à Lampedusa. Donc je pense qu'il va falloir aujourd'hui qu'on puisse définir des pistes concrètes de sortie de crise ou de solutions pour pouvoir enrayer ces maux au niveau de l'Afrique. Avant d'aller sur ces pistes, M. Yao Dogbe, Elon Matitogbe a parlé tout à l'heure de mirage. C'est-à-dire que quand on voit à la télé l'image de l'Europe, l'Eldorado, le jeune africain pense qu'il doit être mieux là-bas en Europe. Donc il doit avoir toutes les facilités, il doit forcément avoir du boulot et être à l'aise et revenir construire sa vie ici. Est-ce que aussi ce n'est pas le fait que ce mirage aussi est entretenu
pas le fait qu'il n'y a pas de base. Le jeune n'a pas de base vraiment dans son pays, qu'il est tenté de voir ce mirage et de passer en aventure pour aller trouver cet Eldorado en Europe. Oui, bon, il y a toujours ce virage-là. Et moi, je pense plus que au niveau des gouvernements africains, il y a toujours des problèmes. Nos gouvernements, il faut voir de quelle manière ils gèrent leur politique, de quelle manière ils gèrent leur programme. Les programmes, généralement, ne sont pas inclusifs. Et les programmes sont gérés de manière à ce que le gouvernement n'arrive pas à rendre compte de sa gestion aux gouvernés. Ce qui fait que l'impunité est grandissante dans ces pays-là. C'est purement une mauvaise gouvernance qui fait que l'opportunité que devraient avoir les jeunes pour pouvoir s'installer, vivre dans leur propre pays, n'y est pas. Mais de plus en plus, si nous prenons l'exemple du Togo, de plus en plus, il y a beaucoup de programmes destinés aux jeunes, par exemple, le Pradeb, Fayège et autres. Mais est-ce que vous avez l'impression que les jeunes bénéficient véritablement des retombées de ces programmes? Oui, c'est ce que je dis. Est-ce que dans la mise en œuvre de ces programmes, il y a vraiment de suivi et évaluation? Est-ce que à la fin du programme, est-ce qu'il y a un audit qui est fait et qu'on rende véritablement compte de sa gestion et des résultats que le projet ou bien le programme a? On ne fait pas cela, ce qui fait que celui qui gère ce programme se donne tout le zèle, il fait ce qui lui vient à la tête et finalement c'est la population qui endosse. Donc c'est purement des gaspillages qu'on fait. Prenons le cas de FNFI, 30 000 aujourd'hui par rapport à, dans le contexte où nous sommes, 30 000 qu'on donne aux femmes. Qu'est-ce que 30 000 peut faire aujourd'hui à cette basse population? Je crois qu'on devrait redéfinir autrement nos politiques et aller véritablement vers la lutte contre cette manière de gérer ou bien la lutte contre l'impunité de ces personnes-là qui gèrent mal nos ressources. L'Afrique a énormément de ressources. Comment nous les gérons? Ces ressources-là, ces ressources-là qui profitent maintenant aux pays européens. Et c'est sur cette base-là qu'ils construisent eux leur pays. Et nous qui sommes les pourvoyeurs de ces ressources, nous sommes dans une situation chaotique. C'est inadmissible. Donc il va falloir que les gouvernements revoient leur manière de gérer les pays pour que leurs populations puissent véritablement jouir de la gestion de leur politique. Alors ces dernières années, les ONG et les journalistes qui s'intéressent donc au sujet ont relayé donc des dizaines des témoignages sur ce qui se fait de ces horreurs. En avril dernier, par exemple, quelques mois après l'ONU, c'est l'Organisation internationale pour les migrations elle-même, l'OIM, qui publiait un rapport sur des marchés publics aux esclaves actifs dans toute la Libye. Mais à l'époque, comme les témoignages recueillis par la presse ou les travailleurs humanitaires, les années précédentes, ce rapport n'avait pas fait beaucoup de vagues. On peut dire que la responsabilité de l'ONU et d'autres organisations sont engagées et l'ont matitoué dans cette histoire, puisqu'ils ont le rapport, mais je ne crois pas, on se limite au rapport, mais on ne va pas au-delà. Bon, vous savez, en fait, l'Europe aujourd'hui est dans une politique de non-invasion. C'est-à-dire, restez chez vous, nous restons chez nous. Mais de toutes les façons, aujourd'hui, les canaux légaux d'immigration sont de plus en plus bouchés. Vous prenez par exemple les ambassades, même les administrations en Afrique ont des problèmes pour pouvoir faire voyager des membres qui veulent faire des voyages officiels. Au Togo, par exemple, la dernière fois, il a fallu que le ministre Robert Doucet lui-même prenne la responsabilité de pouvoir gérer directement les visas de tous les membres de l'administration qui veulent effectuer des missions officielles. Parce qu'il y a eu un problème, c'est que quand on dépose des demandes de visa au niveau des ambassades, les ambassades, pour des missions officielles, les ambassades rejettent ces demandes-là et pour des raisons
non communiqué, justifié, voilà. Et donc, comment est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire, au fur et à mesure qu'on dit, bon, il faut lutter contre la migration clandestine, on bouge de plus en plus les canaux légaux de migration. C'est-à-dire, vous demandez, par exemple, un visa à destination de la France aujourd'hui, vous avez tous les problèmes du monde pour avoir le visa. Ouais. On vous demande des papiers pas possibles, on vous dit faites ceci, faites cela. On vous alourdit tout le processus. Voilà, et au finish, on vous rejette le visa, on rejette le passeport, on dit, bon, pour des raisons qu'on ne communique jamais. Bon, donc, face à cela, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est vrai qu'on en a marre, excusez le terme, de ces sommets budgétivores, de ces conférences, de ces grandes conférences où on s'assoit dans des salles climatisées, etc., à grands frais. On dit, bon, la jeunesse est importante, il faut la financer, il faut faire ceci. On est fatigué de tout ça. Le sommet de La Valette en Malte, la dernière fois, en 2015, où vous avez eu un sommet UE-UA, UE Afrique sur la problématique de la migration. Combien de chefs d'État avez-vous vu? Vous avez 3 chefs d'État africains sur 54 qui ont fait le déplacement de La Valette en Malte. Mais est-ce que c'est quand même... C'est pourquoi je parlais tout à l'heure de réaction hypocrite de ces dirigeants africains. Mais des gens, on les a convoqués, on les a invités à participer à un sommet international pour trouver des solutions au problème de la migration. Sur 54 chefs d'État, vous avez 3 qui ont répondu à l'appel et le 3e même a quitté en plein sommet. Et donc, aujourd'hui, les gens veulent nous faire croire qu'ils sont soucieux de leur jeunesse en envoyant des avions pour venir récupérer leurs ressortissants. Bon, on va en parler, je dis on va parler dans le courant de cette émission. Et donc, tout ça aujourd'hui fait que les gens ne sont pas véritablement inspirés pour pouvoir rester chez eux, etc. Les gens veulent coûte que coûte partir. Maintenant, le problème que j'ai posé tantôt par rapport à ce mirage de l'Europe, vous avez des amis, des frères, des enfants, etc., ou des collaborateurs qui débarquent en Europe et qui sont restés et qui vous envoient des clichés. On prend par exemple une photo au niveau de la Tour Eiffel, on envoie ça sur WhatsApp, on dit bon, devant la Tour Eiffel. On prend une photo sur les Champs-Élysées, on dit bon, sur l'avenue des Champs-Élysées, la plus belle avenue de France. On prend par exemple une photo au musée du Louvre, on vous dit bon, le musée du Louvre, j'y suis, etc. Donc, vous qui êtes ici, quand vous voyez ces images-là, vous pensez que la vie est belle. La vie est belle, la personne prend des photos, etc. Mais demandez à cette même personne de prendre une photo de lui dans sa chambre à Paris ou dans son studio à Paris. Elle ne vous l'enverra jamais. Vous savez pourquoi? Parce que c'est des conditions qu'elle ne peut pas communiquer. Et la personne n'est pas à l'aise où elle vit. Peut-être c'est dans un studio de 1 mètre sur 2. Et il a juste son matelas quelque part. Il a une petite table quelque part. Mais pourquoi ces gens-là ne prennent jamais de photos dans leur chambre, dans leur studio? Et c'est dans la rue où on dit, bon, en train de faire du shopping, et on dit, bon, j'ai pris une photo avec telle personne. Mais prenez des photos dans votre chambre, dans vos studios, et envoyez-les. Donc, c'est la preuve qu'en fait, ce n'est pas une vie rose, une vie saine. Je ne dis pas que les bonnes conditions se limitent à la façon dont vous dormez, ou à la façon dont, ou dans le domicile que vous vivez. Mais de toutes les façons, c'est un indicateur de bien-être. C'est-à-dire votre logement et votre domicile constituent aujourd'hui un indicateur de bien-être. Si vous dormez bien et si vous êtes à l'aise, ça se reconnaît tout de suite là où vous dormez et votre domicile. C'est un indicateur de bien-être. Et si ces personnes ne sont pas aujourd'hui à même de pouvoir prendre des photos et de nous les envoyer dans ces conditions-là, donc ça veut dire quelque part qu'il va falloir réfléchir. On est en train d'attirer notre attention dessus. Maintenant, sur le problème des avions que les chefs d'État envoient et que les gens s'évertuent à saluer que oui, il y a des dispositions qui sont prises pour pouvoir rapatrier nos ressortissants en Côte d'Ivoire, au Togo. Bon, pour le moment, le Togo n'a pas encore pris cette mesure. Mais il y a encore des Togolais, il y a des Togolais en Libye. Donc, en Côte d'Ivoire, Cameroun. Et moi, je pense que c'est du saupoudrage. C'est de la politique politicienne. Vous prenez un pays comme la Côte d'Ivoire qui a une croissance économique à 8 chiffres. Et dont la porte de sortie principale des migrants s'appelle Daloa, une ville située au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, où des jeunes arrivent par milliers chaque semaine, prennent des embarcations de fortune. Il a fallu que CNN fasse montrer cette image-là pour que Ouattara dise non, Air Côte d'Ivoire, je veux que tous les avions que vous avez là débarquent en Tripoli tout de suite. Là, faites-moi rentrer tous les migrants ivoiriens qui sont là-bas. Je vous dis, les mêmes qui rentrent, c'est les mêmes qui repartiront par d'autres canaux demain, parce qu'il n'y a pas de mesure d'accompagnement. Vous avez 3000 migrants qui peut-être vont rentrer à Abidjan, mais le lendemain, vous allez peut-être voir 1000 ou 1200 qui vont reprendre d'autres canaux, que ce soit l'Algérie ou le Maroc, parce qu'il y a d'autres canaux de migration. Ah ouais, mais sûrement que Alassane Ouattara a prévu donc, quelques mesures après avoir rapatrié ces migrants. Bon, on ne rapatrie pas avant de prendre des mesures. C'est-à-dire qu'on prend des mesures et on inscrit ces jeunes
au cœur de ces mesures-là avant de pouvoir penser au rapatriement. Les jeunes partent parce que aujourd'hui vous interviewez un Ivoirien, vous dit que la Côte d'Ivoire n'a plus d'opportunités, n'offre plus d'opportunités, ne fait plus rêver. Vous prenez un jeune Togolais aujourd'hui, on a parlé de nombreux pour FNFI, FAEJ, etc. Combien de jeunes se retrouvent à travers ces programmes? Vous avez une institution d'État, je dis d'État parce que c'est le Conseil national de la jeunesse, mais combien de jeunes vous écoutez parler de cette institution-là? Et quelles sont aujourd'hui les mesures prises par le CNJ pour favoriser l'épanouissement de la jeunesse togolaise, à part les concerts qu'on nous organise? En tout cas, moi, je constate, les concerts, les nombreuses séances de balayage d'opérations publiques, je ne dis pas que c'est mauvais en soi, les opérations de salubrité publique, mais comparativement au quotidien du jeune, quel est l'impact de ces activités-là? Les concerts, les opérations de balayage, Togo, ville propre, etc. Mais quel est l'impact? Quel est l'impact? Je n'en vois pas pour le moment. Mais il faut aujourd'hui qu'on identifie une couche de jeunes. On peut dire, bon, d'ici 6 mois, nous voulons que 15 000 jeunes puissent sortir de la pauvreté ou du sous-emploi. Oui, nous le pouvons. Et on prend des programmes, on inscrit ces jeunes au cœur de ces programmes. On dit, bon, chaque jeune, en fonction du projet qu'il a, est financé à hauteur de X, par exemple. Et ça vous permet de rentrer dans le domaine de l'auto-entrepreneuriat, ou de l'auto-emploi plutôt, de l'entrepreneuriat, de monter ce qu'on appelle une petite et moyenne entreprise, une start-up. Aujourd'hui, le terme est galvaudé parce que les gens ne savent pas trop ce qu'on appelle start-up. Tout le monde dit j'ai une start-up, mais on ne sait pas exactement ce que c'est. Donc tous les jeunes en parlent, j'ai monté une start-up, on fait ceci, on fait cela, mais dites-lui de vous définir cela, il ne peut pas. Donc les gens ont aussi ce problème d'information. Les gens n'ont pas accès à l'information, aux canaux de financement et à la rédaction d'un business plan. Il y a aussi ça. Donc on a des problèmes sérieux et on ne peut pas s'évertuer à faire des concerts, des opérations de salubrité publique, plutôt que de penser à des initiatives qui vont plutôt éveiller le sens de cette jeunesse-là à aller vers l'auto-emploi et l'entrepreneuriat. Monsieur Erodoué, on a l'impression que les Européens tirent véritablement profit de la situation. Parce que, bon, c'est vrai, comme l'a dit Elom Atitoué, les Européens ne veulent pas être envahis. Et ils ont pris toute une batterie de mesures pour contrer le phénomène. Et, alors, on va peut-être dire que ces Européens-là sont dans leur logique. Maintenant, qu'est-ce que les États africains, qu'est-ce que nous faisons réellement pour remédier à ce problème-là? Bien, je crois que ce que vient de dire mon ami est une réalité. Aujourd'hui, la voie de l'Europe est barrée pour les Africains, les Asiatiques. L'Europe ne peut plus avoir les ressortissants d'autres pays. Ce qui fait qu'au niveau des ambassades, il y a vraiment des conditions qu'on vous impose et que finalement le visa ne vous serait pas donné. Bon, le problème qui est révélé tout à l'heure, bon, je crois que c'est en dehors de tout ce que vous venez de dire, bon, je crois qu'il y a le programme Provonat au Togo qui a échoué énormément. Bon, aujourd'hui, les jeunes sont retournés à la maison. Ils sont à la maison. Ils n'ont plus d'emploi. On se dit que, disons, si peut-être ils auraient pu être orientés autrement aujourd'hui, ils pourront avoir un emploi sûr pour pouvoir assumer leur quotidien. Donc le programme là aussi a échoué. Bon, maintenant par rapport au problème d'immigration, les voies de solution qu'il faut retrouver pour que cela ne cesse. Bon, d'abord il faut qu'on identifie les auteurs de ces actes-là. Et les auteurs, c'est qui? Il y a les passeurs qui sont des acteurs actifs de ce phénomène-là. Bon, il y a aussi la responsabilité des États qui sont engagés. L'Union européenne, l'Union africaine, nos États et certaines organisations onusiennes, à savoir aussi l'OIM qui connaissait depuis ce problème-là, mais n'a jamais incité ou bien n'a jamais communiqué pour que les gens prennent au sérieux ce problème-là. Donc, pour trouver une solution durable à ce problème, il fallait d'abord qu'on fasse une enquête indépendante et situer les responsabilités. Bon, les auteurs, plutôt les victimes qui sont là, il faut porter assistance à ces victimes-là, parce que ce que je sais, c'est que tous les États du système onusien ont la responsabilité de faire en sorte que de lutter contre la traite des personnes
Et en le faisant, donc ils doivent prendre des dispositions. C'est juste un principe des droits de l'homme qu'il faut respecter. Et donc ils doivent assister également les victimes qui sont là aujourd'hui. Mais les rapatriés, ce n'est pas une solution, parce que si nous prenons les réfugiés c'est aussi des migrants. Mais les réfugiés, il y a disons un traitement spécial qu'il faut faire à ces gens-là. Et parce que d'autres sont persécutés dans leur pays et demandent asile dans d'autres pays. Donc il faudrait que le cas de ces migrants qui se retrouvent aujourd'hui en Libye soit traité de manière individuelle. Et chacun aura, disons, on doit conclure la situation de chacun pour qu'il soit traité dans les normes. Le rapatriement, c'est un faux problème. Et la Côte d'Ivoire, en rapatriant ses ressortissants... Mais on ne peut pas aussi laisser ces personnes-là qui sont maltraitées là-bas? Oui, là, il faut porter assistance, leur créer des conditions plus améliorées, les mettre dans une situation plus aisée pour qu'ils soient réinsérés dans cette société-là. Bon, maintenant, en rapatriant les gens, la Côte d'Ivoire n'a pas encore créé d'autres opportunités pour ces gens-là. Et c'est sûr que demain, ils vont encore partir. Ils vont encore partir, ça c'est sûr, parce que ils doivent vivre de manière quotidienne dans leur pays. D'autres doivent se mettre à l'abri. Et disons, en rapatriant tout le monde en bloc, certains risquent d'avoir leur vie en danger. Parce que, étant en persécution, ils risquent d'être torturés, ils risquent d'être, disons, subir des peines inhumaines et dégradantes. Donc, ce qui voudrait dire qu'il faut qu'on traite individuellement les cas de ces migrants-là. Je rappelle que vous êtes à l'écoute de Taxi FM et le sujet du jour concerne l'esclavage, la traite des Noirs en Libye et puis la question des droits des migrants. Quelle approche de solution? L'émission, bien sûr, droit et justice sur Taxi FM. Nos invités, Loma Tchitogbe, directeur exécutif de l'association SOS Migrants, et Yao Dogbe, président du réseau des associations et ONG togolaises pour l'éducation aux droits de l'homme, Raoteg. Alors, pourquoi les gens sont obligés de partir pour aller trouver l'Eldorado en Europe? Je reviens sur cet aspect. On dit que nous sommes au Togo et que nous n'avons pas de meilleures conditions, ou bien c'est les familles qui cotisent l'argent à plus de 1, 2, 3, 4, 5 millions pour donner à leurs fils, pour tenter l'aventure, pour aller en Europe. Et là, Mathieu, est-ce que vous ne pensez pas aussi que le phénomène de migration est encouragé depuis la base, depuis la cellule familiale, des fois, parce qu'on sait qu'il n'y a pas tellement d'opportunités. Alors, si on arrive quand même à trouver les moyens à l'aîné, par exemple, et quand il va réussir en Europe, il va peut-être soulager toute la famille. Est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir autrement pour trouver d'autres opportunités, que ce soit de la cellule familiale jusqu'à là aux autorités? Parce que des fois, c'est la famille qui donne l'argent aux jeunes pour partir. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est des cas qui existent réellement, mais c'est beaucoup plus dans le domaine de la migration professionnelle, où vous avez une famille qui encourage quelqu'un, l'aîné ou je ne sais pas, et pour dire, bon, vous savez, comme ici, là, et ça ne marche pas, on va essayer de t'envoyer quelque part. Et il faut essayer de travailler pour nous sortir de cette situation. Donc, il y a des familles qui encouragent de cette manière-là la migration professionnelle. Mais il y a aussi, la plupart des cas, c'est des gens individuellement qui veulent tenter l'aventure, qui veulent partir parce que faute d'emploi et faute de ressources pour pouvoir assurer leur quotidien, pour dire, bon, finalement, je vais tenter l'aventure, je vais dans un pays du Golfe. Parce que ça aussi, c'est un autre problème au niveau du Togo. Vous avez beaucoup de jeunes filles togolaises qui sont du côté des pays du Golfe pour pouvoir travailler, qui sont confrontées à des problèmes au quotidien. Ce qui fait que je pense qu'en décembre 2016, on avait organisé une table ronde ensemble avec la communauté libanaise au Togo, avec son président, pour réfléchir à des solutions et voir dans quelle mesure on peut essayer de venir en aide aux migrants, aux jeunes filles togolaises qui sont là-bas. Et il avait énuméré à l'époque 13 conditions pour travailler en bonne
dans de bonnes conditions au Liban, 13 conditions, et avoir un visa, etc. Il a énuméré plein de conditions. Mais vous savez, aujourd'hui, le problème de vouloir partir n'est pas condamné. C'est-à-dire, je veux partir, oui. Pour le moment, je n'ai pas tort. Mais qu'est-ce que je veux aller faire? Est-ce que le canal que je veux emprunter est un canal légal? C'est ça le problème. Est-ce que je veux tenter la mort? C'est un autre problème. Parce il faut aujourd'hui commencer à sensibiliser en choquant les citoyens. C'est vrai que les gens voient des cadavres tous les jours, et des gens qui sont morts dans la mer, on repêche les corps, ça ne leur dit plus rien maintenant. C'est-à-dire, ils sont habitués à ces images de gens. Maintenant, il faut choquer le citoyen à travers une autre sensibilisation. C'est comme si vous êtes au volant, vous conduisez, vous êtes à 100 km à l'heure ou 120 km à l'heure, vous voyez sur un panneau géant, on met quelqu'un dont le corps est déchiqueté et qui vient de sortir d'un accident. Qu'est-ce que vous faites? Vous commencez à ralentir. En fait, c'est l'effet contraire vous secoue en même temps. Vous commencez à ralentir. Je pense qu'il faut aujourd'hui des séances de sensibilisation de ce genre pour essayer de choquer des candidats au départ. Aujourd'hui, ce qui s'est passé avec CNN, ça agit dans le conscient, dans l'inconscient de ces migrants aujourd'hui, qui veulent ou qui sont candidats au départ. Des gens qui sont déjà à Tripoli, qui veulent franchir la Méditerranée, ne sont plus motivés. Il y a des gens qui veulent rentrer. La preuve, il y a des avions qui rapatrient des gens. Et ça dit que ça a déjà son effet. Parce qu'on dit, bon, on vend des gens comme des poules. Vous êtes en cage, on vous sent, on dit $800, des gens disent 1000, $1200. Et puis, celui qui c'est comme si c'est la vente aux enchères. Voilà, le plus offrant vous prend et vous met dans des conditions qui lui plaisent. Vous prenez des pays du Golfe où de jeunes filles togolaises rentrent également à Lomé et qui se plaignent des conditions dans lesquelles ils travaillent. Et très souvent, quand vous faites des recoupements, vous voyez que c'est des gens au perché qui favorisent ces départs. C'est des gens qui ont des circuits illégaux de flux vers les pays du Golfe où on dit, bon, paye 500 000, je te fais un passeport, je te prends un visa, je te fais signer le contrat. Et la personne qui connaît rien et qui sait pas comment ça se passe, prend le passeport, prend un visa et va par exemple au Qatar ou dans un pays, au Liban, ouais. et qui se retrouve à faire un travail bizarre et où à 80% de son salaire est envoyé à Lomé ou à celui qui l'a envoyé au Liban, et les 20% lui sont donnés lui-même, ou les 20% lui sont donnés lui-même au niveau de Lomé, et pour pouvoir voir dans quelle mesure Hugues Vignon à Tikbo. Et le phénomène n'est pas quand même canalisé. Mais au Togo, principalement, c'est pas le problème qu'on a. Et vous n'avez pas de consulat du Togo au Liban. Vous n'avez pas d'ambassade du Togo au Liban. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ces jeunes filles togolaises qui sont en difficulté ne savent pas à quel sens se vouer. Ils ne savent pas s'ils doivent aller du côté du consulat, de l'ambassade, pour se plaindre et avoir quand même une assistance. Ils ne savent pas comment faire. Maintenant, au niveau du Togo également, vous voyez qu'on ne prend pas des mesures. On ne prend pas des mesures au niveau du Togo pour pouvoir contrôler le problème. On en parle tous les jours, mais on constate qu'il y a un laxisme. Soit les gens se disent que bon, vous savez, ici on n'a pas beaucoup de personnes qui voyagent ou qui sont migrants, mais interrogez des gens qui rentrent de la Libye ou du Liban et qui vous disent, les Togolaises ou les Togolais qui sont dans ces pays-là, vous êtes scandalisés. Vous constatez qu'il y a beaucoup de Togolais qui sont peut-être détenus, parce que je vous explique, au niveau du Liban, quand vous êtes interné, vous êtes en prison, vous avez des Togolais qui discutent entre eux. C'est-à-dire, tu viens d'où? Je viens du Togo, je viens du Maroc, je viens du Sénégal. Et donc, l'Organisation internationale pour les migrations, à chaque fin de semaine ou quelques jours après, vient toujours chercher des ressortissants. Vous avez des ambassadeurs qui viennent dans ces centres de détention payer quelque chose pour récupérer leurs ressortissants. Ça, c'est des confidences d'un migrant togolais qui est rentré récemment de la Libye. Et qui paye les passeurs de migrants pour récupérer leurs ressortissants. Et eux, au finish, pour les rapatrier et pour qu'ils puissent regagner leur pays. Mais vous n'avez jamais une autorité togolaise, un ambassadeur togolais, un consul togolais qui vient chercher un citoyen togolais emprisonné. Comment vous comprenez? Est-ce qu'ils n'ont pas l'information? Oui, mais naturellement, ils doivent avoir l'information. Mais ce qui fait que les Togolais sont obligés de se déclarer ressortissants d'un autre pays avant de pouvoir être rapatriés. Vous avez des Togolais qui ont été obligés de se déclarer sénégalais, guinéens, ghanéens, avant de pouvoir être rapatriés vers le Ghana ou le Sénégal. Et c'est arrivé au Sénégal, au Ghana ou en Guinée qu'ils vous disent qu'ils sont vraiment des Togolais. Et là encore, on leur donne $200.
pour qu'ils puissent rentrer au pays. Vous voyez? Et donc, tout ça aujourd'hui, ça fait qu'on ne comprend pas au niveau du Togo ce qui se passe. Mais si nous avons des ressortissants qui sont en difficulté dans les pays, mais depuis quelques jours, les gens en parlent, etc. Mais au niveau du Togo, le président de la République a condamné, en tant que président de l'exercice de la CEDEAO, mais on n'est pas allé au-delà de la condamnation pour savoir s'il y a des Togolais. Le président dit, non, faites-moi le point de ceux des Togolais qui sont en Libye. Faites-moi le point des Togolais qui sont dans tel pays. Je veux savoir le nombre de migrants qui sont en difficulté dans tel pays. Mais on ne le fait pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de Togolais. Il y a des Togolais qui sont en difficulté dans ces pays-là. Mais aujourd'hui, c'est là, on est là, personne n'en parle. On attend peut-être le prochain reportage de, je ne sais pas quelle chaîne, de CNN ou de BBC Afrique, pour nous dire, ou bien de France 24, pour nous dire que bon, maintenant là, c'est l'esclavage à haute dose, on commence à torturer nos frères migrants et dans ces pays-là. Donc, c'est des choses qu'il faut déplorer et il va falloir véritablement qu'on puisse aller vers des mesures concrètes, je dis bien des mesures concrètes pour que nous puissions véritablement encadrer la migration. Il faut que la migration soit encadrée. Yaodogbé, on va maintenant parler des apports de solutions. C'est vrai que vous avez énuméré quelques points en parlant qu'il faut faire des suivis, évaluations par rapport aux différents programmes à destination des jeunes. Mais concrètement, quelles sont les mesures qu'il faut prendre pour que les jeunes puissent véritablement avoir les moyens de s'établir et de ne pas être véritablement tentés par cette immigration, on va le dire, clandestine qui, au demeurant, joue un mauvais tour parce que les gens s'échouent peut-être dans la mer ou les gens meurent dans le désert. Bon, aujourd'hui, je crois qu'il faut plus penser aux opportunités porteurs pour les jeunes. Il faut créer des emplois, il faut former ces jeunes-là, il faut les permettre d'être capables de pouvoir gérer leur propre projet. Bon, sans cela, je crois qu'il serait très difficile de maîtriser les jeunes pour qu'ils n'ont pas l'envie d'aller dans d'autres pays. Donc, je crois que c'est une question de politique. Quelle est la politique en termes de jeunes au Togo? Nous avons le ministère du développement à la base, de la jeunesse, de l'emploi des jeunes. Mais concrètement, leur programme, est-ce que ça leur permet, est-ce que ça permet à ces jeunes-là de ressortir de leur situation précaire? Non, et je crois que arrivé à un moment, il faudrait que nos programmes, nos politiques soient évaluées. Et c'est sur la base de cette évaluation-là qu'il faut orienter autrement les actions à mener à l'endroit de ces jeunes-là. Ensuite, autre que la création d'emplois, il faut peut-être penser au leadership des jeunes aussi. Parce que les jeunes aussi doivent avoir cette opportunité-là, cette aisance-là de pouvoir s'exprimer librement, de pouvoir avoir des idées novateurs pour pouvoir développer leur propre pays. Bon, si aujourd'hui nous avons cette idée-là que l'autre pays est meilleur que notre pays, bon, c'est tout à fait normal. Mais il faut savoir que nous avons des ressources, même plus que certains pays européens. Mais aujourd'hui, disons, nous voyons de manière plus contraire. Nous pensons que l'Europe est meilleure qu'au Togo, alors que c'est nos ressources au niveau national qui permettent de développer d'autres pays. Aujourd'hui, ce qui est encore déplorable, c'est que nos ressources, certaines de nos ressources sont exploitées sans que la population soit informée de ces exploitations-là. C'est vraiment de l'exclusion de ces populations-là. Donc, il va falloir que nous réorientons vraiment nos programmes, les politiques, pour pouvoir s'assurer que les jeunes bénéficient des retombées de ces politiques-là. Alors, Matitogbe, on a parlé donc des opportunités pour les jeunes. Ailleurs, dans certains pays, un jeune de 20-25 ans peut clairement briguer des postes, que ce soit des postes au niveau des sénateurs, des postes où peuvent peut-être être des députés dans des pays. Le jeune peut s'établir, peut avoir sa propre société. Il peut
ça veut dire que le jeune peut s'établir dans son propre pays. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est le fait que dans beaucoup d'autres pays, comme le Togo, il n'y a pas ce genre d'opportunités, que finalement les jeunes sont obligés à partir vers l'Eldorado pour trouver donc un Eldorado de quelque part? Qu'est-ce qu'il faut réellement faire pour que nos États puissent mieux encadrer la jeunesse et que la jeunesse puisse véritablement s'établir dans son propre pays? Oui, mais il faut d'abord penser à évaluer les projets, les programmes qu'on a eu jusque-là. Vous avez des programmes, des projets budgétivores financés à coups de milliards par la Banque mondiale, des institutions de développement, ou des partenaires de développement plutôt, mais qui n'ont pas d'impact véritable sur le quotidien de la jeunesse. Vous savez, aujourd'hui, avec les PME, les petites et moyennes entreprises créées par les jeunes, vous avez déjà au niveau de l'Office togolais des recettes des taux d'imposition qui sont assez élevés pour les PME. Donc maintenant, pris comme ça, vous avez des entreprises qui sont aujourd'hui exonérées, enfin pas exonérées, mais qui sont sous un régime réel sans TVA, sans taxe sur la valeur ajoutée 18%. Mais quand vous calculez l'impôt sur le revenu de ces sociétés-là, quand l'OTR vous facture l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation, etc., vous vous retrouvez avec un montant qui je vous dis, ne vous donne pas envie de continuer ce que vous faites. Vous voyez? Bon, mais là, vous êtes sous un régime réel, sans TVA. Et donc, l'impôt sur le revenu par rapport à ce que vous faites, etc., ça me permettra, beaucoup se plaignent de cette situation-là. Vous prenez par exemple d'autres secteurs où le jeune qui monte une petite et moyenne entreprise a envie de pouvoir accéder au crédit. Mais l'accès au crédit sur le continent, un peu partout, hein, c'est problématique. La banque vous demande les papiers de votre grand-père, de vos arrière-grands-pères. On vous demande les papiers du titre, enfin ou bien le titre foncier de la maison de votre ancêtre. On vous demande même ce que vous faites, votre bulletin de salaire, etc. Mais c'est des choses que les jeunes n'ont pas. Mais quelqu'un qui veut aujourd'hui, un jeune de 23 ans qui sort de l'ENSI, parce qu'il y en a sur le marché, qui sort de l'ENSI, l'École nationale supérieure d'ingénierie, qui met en place une initiative et qui a envie de donner un sens légal ou bien de donner une assise légale à cette initiative et qui demande par exemple, qui a besoin de 5 millions, qui demande par exemple à une banque de la place de lui accorder du crédit. Mais il fait des allers-retours en vain. Parce que la banque, soit on demande des papiers qui n'existent pas, soit on vous dit que bon, vous allez faire ceci, et avec des taux d'intérêt qui sont élevés. Mais vous prenez aussi les microfinances aujourd'hui qui accordent des taux d'intérêt de 13%, qui dépassent les critères de convergence de l'UEMOA. Ça ne donne pas envie aux jeunes entrepreneurs de pouvoir développer son activité. Et donc, il y a aussi ce problème-là, mais je dis aussi aux jeunes de fuiner. C'est-à-dire que le souffle de l'entrepreneuriat, c'est l'accès à l'information. Quand vous n'avez pas l'information, vous ne pouvez rien faire. Aujourd'hui, il y a une facilité pour ces jeunes-là de se connecter sur WhatsApp. Des gens sont sur WhatsApp à longueur de journée sur Internet, mais ils ne savent pas ce qu'il faut chercher en fait. Il y a aussi ce problème-là. Ça y est, les gens sont là, ils discutent avec ici Greg sur Facebook, mais tout le monde a des problèmes. Nous avons des problèmes, mais il faut essayer de trouver des solutions. Il y a aujourd'hui le Fonds Gary qui existe. Le Fonds Gary qui ne fait pas de publicité, qui ne fait pas de communication sur ses activités. Ils ne font jamais de communication, ils ne font jamais de publicité. Parce que, en fait, le Fonds Gary est un fonds de garantie qui est adossé au risque des banques de financer un projet d'une PME. Par exemple, le jeune qui introduit un projet à financer au niveau d'une banque, la banque qui sent l'appétit de financer un projet de 5 millions, par exemple, c'est un exemple, et je dis, bon, par exemple, par rapport à ce projet de 5 millions, je vois qu'il y a des risques. Je veux partager les risques, et la banque va vers ce qu'on appelle le Fonds Gary. Et le Fonds Gary, qui étudie le projet, partage les risques avec la banque pour dire, bon, si le projet n'aboutit pas, les risques, on va essayer de les partager. Donc, vous prenez 30%, moi je prends 70%. Et donc, ça vous fait moins de trucs dans le portefeuille. Mais si les jeunes, écoutez, si celui à qui on accorde le crédit, il sait que son prêt est adossé à une garantie, il ne va pas rembourser. Hein. Ça aussi, c'est un problème. Et donc, c'est pour ça que le Fonds Gary ne communique pas. C'est pour ça que je parle d'accès à l'information. L'information, c'est le souffle de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, la jeunesse ne veut pas faire l'effort d'aller à l'information. Ou soit tu es connecté, mais ne cherche pas l'essentiel qui constitue l'information. Et donc, par exemple, par rapport à ce petit truc, vous avez, je continue avec le Fonds Gary, vous avez au niveau de ce fonds, beaucoup d'Africains qui ont bénéficié de financement au niveau des banques. Mais vous n'entendrez jamais parler du Togo. Mais le Fonds Gary a son siège ici.
Mais demandez au Fonds Gari combien de jeunes Togolais, quels sont les projets de jeunes Togolais qu'on a financés. On vous dira qu'on a financé des choses, etc. Bon, en fait, la clinique Biassa a été financée avec une garantie du Fonds Gari. L'hôtel, comment l'appelle-t-on? L'hôtel situé en bordure de mer, Santa Maria, a été financé sur le Fonds Gari avec une garantie du Fonds Gari. Mais bon, ce ne sont pas des PME. Une PME n'a pas la taille avec un chiffre d'affaires de 3 milliards, etc. Et donc, ça, ce ne sont pas des PME. Mais ils ne sont pas des projets qui peuvent financer. Vous voulez qu'ils fassent quoi? Ils ont des projets à long terme et des projets ambitieux. Ils vont le faire. Et donc, il faut aujourd'hui une pédagogie. Et là aussi, c'est du ressort des organisations de la société civile qui luttent contre la migration clandestine. Il faut une pédagogie de ces jeunes-là, les encadrer, leur dire comment on rédige un business plan, comment on fait évoluer une entreprise dans le temps et dans l'espace, comment on démarre une activité à 0 francs et comment on évolue. Et donc, je pense que c'est notre rôle aussi de pouvoir le faire sur la durée. Yaoudoué, pour compléter. Oui, bon, tout ce qu'il vient de dire, il a raison, parce que l'information, bon, c'est vraiment un élément fondamental dans le développement humain. Si on n'a pas l'information, il est très difficile. Mais les jeunes aujourd'hui, vous pouvez les voir aussi bien, vous pouvez les voir devant l'Internet, mais l'utilisation qu'ils font de cet Internet n'est pas ce qu'on attend d'eux en réalité. Ils passent carrément à côté. Bon, et en ayant l'information, c'est en ce moment qu'ils peuvent s'orienter. Donc, je pourrais peut-être demander à nos jeunes, ça fait partie de nos rôles en tant que société civile, d'aller vers l'information. Et même l'Internet, il y a plein d'opportunités. Il suffit de questionner le serveur. Vous aurez tant de réponses. Et maintenant, parmi les réponses que vous avez, il faut maintenant trier. Il faut maintenant chercher ou bien trier ce que tu veux, ce que vous voulez exactement. Et c'est par rapport à ça que vous pouvez émerger dans la société. Un dernier mot pour clôturer cette émission. Concernant donc cette question de la traite des Noirs en Libye, aujourd'hui clairement, outre l'ONU, outre l'OIM, il faut une réelle sensibilisation à l'échelle mondiale. C'est vrai que ce problème concerne bien évidemment les Africains, mais il faut une réelle implication des instances internationales pour permettre donc aux Africains de régler également ce problème. Oui, il faut aujourd'hui une réelle implication de l'Occident, il faut une réelle implication de ces forces-là ou de ces puissances occidentales. Aujourd'hui, on nous demande, ou on demande à l'Afrique, on dit, bon, réfléchissez, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il faut mettre en place une force spéciale pour lutter contre les passeurs des migrants? Est-ce qu'il faut faire ceci? Est-ce qu'il faut faire cela? Mais aujourd'hui, on a des Occidentaux qui sont déjà sur les fronts en Afrique, des fronts militaires, et où il y a des zones à risque. Par exemple, prenez Boko Haram, etc. C'est des Occidentaux avec des forces spéciales africaines qui sont en train de lutter contre tous ces problèmes-là. Mais aujourd'hui, je pense que la meilleure manière, et nous le disons tous les jours, de lutter contre les passeurs de migrants, c'est qu'il n'y ait plus de migrants. Mais il faut tout faire pour que chaque jeune reste chez lui. Il n'y aura plus de passeurs de migrants. Mais si chaque jeune est chez lui, qui va aller faire du business? Mais donc la meilleure façon de lutter contre les passeurs de migrants, c'est de multiplier des initiatives économiques pour que les jeunes restent chez eux, pour que des jeunes se sentent à l'aise chez eux et qu'ils s'inscrivent plutôt dans des canaux légaux de migration et non dans des canaux illégaux de migration. Et donc c'est l'appel que nous lançons tous les jours. Il faut aujourd'hui, parce que la lutte contre les migrants, c'est comme la lutte contre la drogue. Plus vous déployez, oui, la lutte contre les migrants, les passeurs des migrants plutôt, la lutte contre les passeurs des migrants, c'est comme la lutte contre la drogue. Plus vous déployez des moyens pour contrôler le phénomène, plus vous vous rendez compte que le nombre augmente, le nombre de passeurs augmente. Parce qu'ils sont véritablement sophistiqués, ils ont tous les moyens, tout l'arsenal qu'il faut. Où on prend des gens, on va les larguer dans le désert, etc. Et donc voilà, c'est l'appel que je fais en guise de conclusion par rapport à ce que nous pouvons faire sur le continent, au niveau de l'Europe, pour couper court à ce phénomène. Merci Elon Matitogbe. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif de l'association SOM Migrants. Merci à Yaoudoué. Vous êtes le président du réseau des associations ONG togolaises pour l'éducation aux droits de l'homme RAUTED. Merci d'avoir pu décrypter cette actualité et d'avoir proposé des pistes de solutions sur la thématique de l'esclavage des Noirs en Libye, le droit des migrants et les approches de solutions. Merci à Francis Daï pour la mise en œuvre de cette émission Droit et Justice de ce mardi 5 décembre 2017.
Rendez-vous mardi prochain. Salut. Droit et justice. 93.1 Taxi FM.